Quand on parle de besoins spécifiques, déjà on a un certain nombre d'enjeux communs à ces territoires ultramarins qui sont liés notamment à des facteurs géographiques, notamment la question de l'isolement, de l'éloignement géographique, des conditions aussi climatiques, avec l'exposition à un certain nombre de risques naturels, la sismologie, les cyclones, les tremblements de terre éventuellement. Et puis on a aussi un certain nombre de problématiques sanitaires communes, notamment la prévalence des maladies chroniques et l'exposition à des maladies vectorielles en lien aussi avec l'environnement, l'absence de filières de soins spécialisées ou la faiblesse des filières de soins spécialisées. Mais à côté de cela, il y a aussi des enjeux spécifiques à chacun des territoires ultramarins, notamment parce qu'ils ne sont pas comparables en termes démographiques, par exemple, avec des pyramides des âges présentant des profils très hétérogènes, avec aussi des densités de professionnels de santé qui peuvent être très différentes d'un territoire à l'autre. Donc la façon dont on accompagne ces territoires, elle traduit à la fois ces paradigmes communs et cette diversité, avec un accompagnement transversal sur des sujets qui sont communs à l'ensemble des territoires, notamment la question du soutien financier au travers des mesures de compensation de ces problématiques d'isolement géographique, notamment, le soutien fort aussi à l'investissement dans les établissements de santé ultramarins, et puis des accompagnements plus rapprochés, plus individualisés de certains territoires, notamment qui présentent plus de difficultés ou qui ont des projets qui nécessitent un accompagnement particulier. Je pense notamment au travail en cours sur la construction d'un centre hospitalier universitaire en Guyane ou sur les travaux autour de l'attractivité pour le département de Mayotte. La pénurie de professionnels de santé est une réalité pour beaucoup de ces territoires à divers degrés. Pour ne prendre qu'un exemple, on compte seulement une trentaine de médecins généralistes libéraux à Mayotte pour une population qui excède 300 000 habitants. Et donc c'est évidemment un des enjeux majeurs que nous devons relever dans le cadre de l'accompagnement de ces territoires sur le champ de l'offre de soins. Premier enjeu, c'est de faciliter le recrutement de nouveaux professionnels et la fidélisation, donc avec des mesures ciblées d'attractivité. J'évoquais travail en cours sur le plan d'attractivité pour les professionnels de santé à Mayotte. C'est aussi des procédures adaptées, comme en 2020, où le dispositif dit PADU, c'est-à-dire de praticien à diplôme hors Union européenne, a été simplifié pour permettre aux établissements de ces territoires, sous le contrôle des agences régionales de santé, de recruter plus facilement ces professionnels. Le second enjeu, et probablement le plus important, c'est celui de développer la formation dans les différentes professions de santé sur ces territoires. Parce qu'on sait, ça vaut évidemment dans l'Hexagone, comme ça vaut encore plus dans ces territoires, que la formation au plus proche des viviers, au plus proche des jeunes qui veulent s'engager dans ces études-là, est un gage pour qu'une fois qu'ils seront diplômés, ils restent dans ces territoires. Et donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises ces dernières années, notamment la création du second cycle des études médicales dans la zone Antilles-Guyane en 2023. De la même façon, l'ouverture du second cycle à La Réunion. Et c'est aussi le cas, évidemment, sur les professions paramédicales. Par exemple, ouvert récemment à Mayotte une antenne de l'école d'infirmiers de bloc opératoire en partenariat avec l'Université de Nantes. S'agissant des équipements hospitaliers, en particulier ce qu'on appelle les équipements matériels lourds, c'est-à-dire les scanners, les IRM, il faut avoir en tête que la procédure est exactement la même qu'en France hexagonale, avec l'application de ce qu'on appelle les objectifs quantifiés de l'offre de soins, qui sont définis dans les schémas régionaux de santé et qui déterminent le besoin de chaque territoire en équipements matériels lourds et en activités de soins. Et donc la réforme récente des projets régionaux de santé et donc des schémas régionaux de santé de 2023 a permis l'actualisation des besoins d'équipement dans chaque région ces derniers mois. Le deuxième point, une problématique qui est plus spécifique, c'est que compte tenu des conditions climatiques notamment, on a souvent des problématiques d'obsolescence accélérée de ces équipements dans les établissements ultramarins. Et une autre question qui est liée aussi à la capacité à amortir ces matériels dans le contexte où la patientèle qui en bénéficie est parfois très limitée. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir des équipements de pointe, au contraire, dans les territoires ultramarins. Et j'en prends pour exemple la création récente de l'Institut caribéen d'imagerie nucléaire en Martinique,
qui disposent d'un cyclotron et de TEP-scan de grande qualité. Donc il y a vraiment une attention qui est portée à ce niveau d'équipement dans les établissements ultramarins, d'autant plus qu'ils sont établissements de recours sur une zone assez large et souvent isolée. Donc on a aussi besoin notamment de parfois adapter un petit peu les règles de seuil pour qu'il puisse y avoir des équipements matériels lourds, même s'il n'y a pas tout à fait le nombre d'habitants qui serait nécessaire par ailleurs, mais pour pouvoir justement assurer cette activité de recours et limiter des évacuations sanitaires trop lointaines, notamment en Hexagone.